Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Super Friends, l'émission qui va à la rencontre des personnes qui font vivre la pop culture, la culture bande dessinée à part leur travail. On s'intéresse, vous le savez, aux auteurs, aux artistes, aux éditeurs et à toutes les formes d'édition, en fait, que ce soit des grandes maisons d'édition très installées dans le paysage français ou que ce soit des petites structures auto-éditées. Pour nous, il n'y a pas de différence. L'important, c'est de créer, de raconter des histoires. Et aujourd'hui, on va vous emmener à la rencontre d'une maison d'édition qui est en train de se lancer en ce moment. Alors, si vous avez été très assidu pendant les front pages au cours de cette année, on en a déjà parlé, ça s'appelle Happy Misfits Publishing, et donc on est en compagnie de son fondateur et président Steve Aubert. Salut à toi, Steve. Salut Arnaud, merci de m'accueillir. Mais écoute, merci de toi. Techniquement, c'est toi qui m'accueille en plus, littéralement chez toi. Et pour parler également de Happy Misfits, c'est un peu du volet communication. J'aurai aussi le plaisir d'accueillir dans ce podcast, de retrouver Alexandra Ramos da Silva. Salut à toi. Salut. Tu vas bien? Oui, ça va. Ça va très bien, Alexandra. Donc, tu fais la communication pour Happy Misfits Publishing, et parce que c'est la promo qui m'y oblige de toute façon. Signalons quand même que tu fais de la communication pour plusieurs structures et également que tu as ton propre podcast Comme dans ta bulle, où tu abordes entre autres la question de la communication dans le monde de la pop culture. C'est ça. Steve, je me retourne vers toi. D'abord, en premier lieu, est-ce que tu peux te présenter simplement, puisque tu as un passif quelque part avec First Print et par ricochet, puisque je suis aussi donc rédacteur en chef de Comics Blog, et il fut un temps, tu étais également passé dans les colonnes de Comics Blog. Donc, alors c'est pas juste à ça qu'on va résumer ta carrière, mais vas-y, présente-toi un petit peu, s'il te plaît. Ok, ça marche. Du coup, ouais, j'ai une carrière assez mouvementée. Pendant un moment, j'ai été journaliste. Sur la fin de cette carrière, j'ai été rédacteur pour Comics Blog. Du coup, la toute première version de l'époque de Sullivan. Donc, on était tous bébés. ça remonte à, ouais, facile, 10 ans. Ouais, 10 ans, ouais. Et donc voilà, premier contact avec, pas avec le comics, parce que sinon j'aurais pas fini chez Comics Blog, mais première expérience qui m'a permis de rencontrer, du coup, comme toi tu le fais souvent maintenant, de rencontrer énormément d'auteurs que je kiffais, ce qui du coup m'a donné l'envie de faire ce que eux ils faisaient. Et après ça, pas mal de pérégrinations. Je fais de la restauration, j'ai fait du développement web pendant longtemps. Et il y a pas longtemps, je me suis souvenu que finalement, j'avais envie de faire de la BD. Et voilà, j'ai lancé ma maison d'édition. Alors, comment on fait pour lancer une maison d'édition? Comment on fait pour lancer une maison d'édition? Parce que de ce que je comprends bien, t'as pas suivi forcément de parcours de master métier de l'édition de façon très formelle. Donc, c'est quelque chose que t'as un petit peu voulu faire sur le tas. Ouais, absolument, ouais. Mais c'est passé pas mal de choses, en fait. Depuis l'époque de Comics Blog jusqu'au moment où j'ai lancé Happy Misfits, j'ai rencontré énormément d'artistes, que ce soit en soirée, dans des festivals, à peu près n'importe où. Plein de dessinateurs qui étaient talentueux, et souvent il y avait un discours qui revenait, c'était que ces gens, ils auraient bien aimé faire de la BD, mais c'est dur d'y rentrer, et même quand on y rentre, on est très mal payé. Donc c'était un truc qui trottait dans le fond de ma tête. Et malgré ça, ils veulent quand même essayer d'en faire. Justement, ces gens-là, n'essayez pas. Et c'est un truc qui a trotté dans le fond de ma tête. Et du coup, mais pour répondre très simplement d'abord à ta question, c'est qu'est-ce qu'il faut pour lancer une maison d'édition? Soit il faut beaucoup de gens qui sont prêts à travailler gratuitement, et c'est pas l'idéal. Soit il faut de l'argent. Moi, typiquement, ce qui s'est passé, c'est que début de l'année dernière, une grand-mère que je connaissais pas et qui avait un bon compte en banque est morte. J'ai hérité d'une partie de cet argent. Et donc, j'ai dû me poser la question de qu'est-ce que je voulais en faire. Et j'avais un projet que j'ai en tête depuis 2015 qui s'appelle Who Wants to Be God, qui va sortir l'année prochaine. Je l'avais jamais lancé parce que ça demandait des moyens. Donc, j'ai su que j'allais allouer des moyens à ce projet. Maintenant, ça me paraissait pas suffisant. Je me suis souvenu, en fait, de tous ces gars, toutes ces meufs que j'avais rencontrés au fil de mon chemin. Et je me suis dit que, ça valait peut-être la peine, en fait, de les embarquer avec moi. Et, de les lancer, et d'essayer, en fait, de créer la structure que ces gens et moi voulions voir exister. Une structure qui rémunère les gens de façon équitable et qui les laisse, en fait, créer de façon libre. Donc cette structure-là, c'est Happy Misfits Publishing. Ouais, tout à fait. C'est celle dont on parle aujourd'hui dans ce podcast. Est-ce que tu peux nous décrire, ou en tout cas nous expliquer un petit peu tes points d'attaque, en fait, parce que tu as clairement une philosophie qui est derrière, parce que c'est pas comme toutes les autres structures indépendantes que les gens peuvent connaître, hein, puisque
moi je les connais, tu vois, mais je vais te demander de les expliquer. Donc c'est vrai que ton premier point, c'est la répartition des gains sur les auteurs, puisque toi tu veux vraiment qu'il y ait une répartition plus juste de ce fameux camembert du livre dont on a Ouais, souvent exactement. parlé. Ouais, c'est vraiment le cheval de bataille. J'imagine qu'il y a pas mal d'auditeurs qui le savent déjà, mais en gros, quand on achète du livre en France, que ce soit de la BD, du roman ou n'importe, il y a en moyenne 8% qui sont remis aux auteurs. Moi, je compte faire monter ça à 30% minimum. Il y a des projets où ça va être plus. L'idée, c'est que pour ce faire, en fait, ça implique de s'abstraire de certains maillons de la chaîne. Parce que finalement, si on arrive qu'à 8% à la fin, c'est qu'il y a beaucoup trop d'acteurs. Il y a, tu vois, du coup, l'éditeur, l'imprimeur, le distributeur, le libraire. Et c'est pas tant que il y ait un acteur ou un autre qui prennent trop sur le chemin, c'est qu'il y a trop de gens, en fait, qui doivent se rémunérer sur le chemin. Donc, moi, mon principe de base, c'est que maintenant, en fait, grâce à Internet, on peut reach notre audience en dehors des librairies. Surtout comme je suis un éditeur qui sort de nulle part et que la plupart de mes auteurs sont des gens qui sortent de nulle part, on n'a pas beaucoup d'intérêt à se retrouver en librairie de manière générale. Et du coup, on s'abstrait du reste de la chaîne, du distributeur, du libraire. Et en fait, c'est comme ça qu'on se retrouve avec cette part qu'on peut redistribuer aux artistes. C'est-à-dire que tu es dans un modèle, si je grossissais le trait que j'avais fait école de commerce, qui est du B2C, donc vraiment donc directement au consumer, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a pas d'intermédiaire. Est-ce que, parce que j'ai vu Xavier Lancel de Crowdfunding pas plus tard que la semaine dernière, qui me parlait justement de toi, et que même en fait dans une librairie, donc Xavier tient une librairie qui s'appelle Crowdfunding à Lille, j'ai parlé avec lui. Ouais. Qui est spécialisé en fait simplement dans les livres qui sont auto-édités, et c'est-à-dire que même avec lui, du coup, tu voudrais ne pas mettre ces bouquins-là, puisque toi, c'est vraiment non, il y a zéro libraire dedans. En vrai, dans ce cas-là, si ça pourrait être intéressant dans le sens où on partage une philosophie, il faudrait voir économiquement comment est-ce qu'on arrive en fait finalement, enfin comment est-ce que moi j'arrive à respecter ma promesse vis-à-vis des auteurs et réussir à toujours faire rentrer de l'argent dans la boîte. Mais typiquement, ouais. Si c'est pour bosser avec justement, parce que j'ai conscience et j'en parle quasiment à chaque fois que je passe en podcast de crowdfunding, justement du fait que je suis pas le seul à être arrivé à ce constat et qu'il y a des gens qui le prennent par l'autre bout de la chaîne, comme lui. Ouais, ça pourrait être intéressant. Et dès que j'ai appris son existence, je lui ai envoyé un message sur Instagram pour lui dire que je trouvais ça cool, qu'il y ait plusieurs acteurs qui, justement, arrivent au même constat et chacun, à notre façon, on essaie de faire avancer les choses. Et ouais, enfin, je me refuse pas à un moment, bien au contraire, d'en arriver là. Maintenant, j'ai beaucoup de chemin à parcourir, déjà de mon côté, avant de commencer. J'ai un gros planning, on va dire. C'était quoi concrètement, en fait, quand t'as commencé à te lancer? Quels sont, on va dire, les obstacles auxquels tu t'es heurté rapidement? Vu que t'as un peu appris le métier sur le tas, qu'est-ce que c'est vraiment, ce qui t'a, en fait, auquel tu t'attendais pas? Il y a eu déjà tout ce qui est administratif, monter une boîte, la gérer, tout ce qui va être légal, j'ai dû trouver une avocate spécialisée dans le droit d'auteur parce que je voulais pas partir à l'arrache sur les contrats, je voulais avoir des trucs très carrés qui protègent les autres, qui protègent autant les auteurs que moi. Donc il y a eu toute la partie vraiment administrative qui a pris du temps. Et surtout, il y a le premier contact avec le print, en fait, parce que avant ça, j'avais jamais rien imprimé. Enfin, à part des documents pour moi, quoi. Mais j'avais jamais imprimé de bouquin, ce qui fait que très vite, je me suis forcé à me confronter à l'impression d'un premier bouquin. Donc, on a sorti une première BD, donc qui sera une partie de Wants to Be God, qui va être un peu retravaillée avec une artiste qui a fait l'école d'Angoulême. Et en fait, on s'est mis ce défi de sortir la BD en 3 mois. Et je savais que j'avais besoin, en fait, d'aller vite. Parce que l'idée, c'est que autant j'avais de l'argent que j'ai investi dans la boîte, autant maintenant j'en ai plus, je suis au chômage et je suis au chômage pendant 1 an encore. Donc, dès le début, je suis parti avec cette deadline de 2 ans pour réussir, en fait, à arriver à un moment à vivre de cette activité pour pouvoir continuer à la faire tourner. Et en fait, je suis dans une urgence de tous les instants. Et il y a ce truc où je savais que, je me laissais que 1 trimestre pour me confronter au print le plus rapidement possible. Et j'en ai tiré énormément de leçons, ce qui fait que maintenant je suis beaucoup plus confiant pour les prochains projets qui vont sortir en print. Est-ce que tu peux un peu expliquer ce que c'est justement ce Who Wants to Be Good? Parce qu'il y a justement, tu as sorti une première BD, donc Luc Marais, qui est donc une histoire en apparence sur un jeune homme qui devient chef cuistot et à qui la célébrité monte à la tête jusqu'à ce qu'on voit avec un twist que j'avais un petit peu déjà expliqué dans le podcast, avec un twist en fait que c'est une courte histoire qui prend part dans un projet beaucoup plus ambitieux. Et ça, c'est quelque chose qui frappe aussi, c'est l'ambition en fait que t'affiches effectivement, alors que
bah, t'as une structure où tu dis qu'il y a tout à faire, quoi. C'est-à-dire que vous existez pas avant et que tu parles surtout, ça c'est l'autre point qui est important dans ta philosophie, c'est de publier des auteurs et des autrices qui n'ont jamais été publiés auparavant. Ouais. Donc comment on fait cohabiter ce genre de fait avec aussi les ambitions d'un tel projet? Bah, y a ce truc où justement, enfin pour moi les deux, enfin sont pas antinomiques et bien au contraire. Enfin il y a ce truc où justement, comme je sais que c'est dur ce que j'essaye de faire, il y a plein de gens qui pensent que ça va pas marcher. Bah, on va dire que t'es dans voilà, tu prends des risques et ouais, c'est ça, c'est que t'as une philosophie quand même qui va, comme pour d'autres d'ailleurs aux États-Unis, hein, pour certains projets, qui va un petit peu à l'encontre de ce qui se fait habituellement, quoi. Donc, ouais. Bah, c'est double mise. Ouais, mais c'est totalement le but, c'est la seule raison d'être, et c'est aussi pour ça que la boîte s'appelle Happy Misfits. C'est pas juste parce que je trouve que c'est un nom qui claque. Il y a vraiment cette philosophie du marginal heureux, et ce marginal en fait qui l'est pas pas parce qu'il est une victime de la société et qu'il a pas compris les codes, mais au contraire parce qu'il a compris et qu'il a envie d'en créer d'autres. Il y a vraiment ce truc, et justement le fait en fait d'essayer de multiplier en fait les gros projets ambitieux très vite. Pour moi, c'est aussi, enfin déjà, j'ai besoin de ça en fait, moi, pour me motiver au quotidien. J'ai besoin d'avoir des deadlines qui me poussent pour en fait, parce que je travaille la plupart du temps tout seul, dans la pièce dans laquelle on est en train de parler tout de suite. Et il y a ce truc où j'ai besoin de me motiver. Ça peut très vite être démotivant en fait, d'être seul. Et donc j'ai besoin en fait d'avoir beaucoup de deadlines. Et en fait, je sais surtout que j'ai envie de montrer que l'indé, c'est pas forcément c'est pas forcément en fait ce à quoi on l'associe en fait. Il y a ce truc de l'indé, du projet modeste, du fanzine. C'est aussi pour ça que j'ai monté une entreprise et que c'est pas une asso. Oui, c'est ça, c'est pas une asso, c'est pas une auto-entreprise non plus, c'est vraiment une SAS. Ouais, c'est ça exactement. Et il y a ce truc, pour moi c'est super important en fait de se positionner en fait. Ouais, en fait comme un vrai éditeur, tu vois. Et je suis un éditeur indé et j'ai vraiment cette volonté, tu vois, de dire je suis éditeur, tu vois. On a beau faire de l'indé. Là, dernièrement, les trucs qu'on a sortis, j'en suis vachement fier. Je bosse avec des auteurs qui ont un talent monstre. Et justement, en fait, ouais, ça participe énormément à ça, en fait, d'avoir des projets ambitieux parce que, ouais, on a envie de montrer qu'en fait, qu'on est capable de faire des choses cool. On a très peu de temps pour le faire. Et ouais, l'idée, c'est vraiment de casser les codes, en fait, de l'industrie. Donc ça, c'est le rêve, c'est le truc ultra prétentieux. Mais il y a aussi ce truc d'essayer de casser l'image, en fait, de l'indé, qui est content s'il vend 200 exemplaires de son fanzine et qui passe au suivant et qui à côté vit sa vie sans jamais en fait même envisager un jour de pouvoir vivre de ça, tu vois. Et donc pour revenir sur le projet Who Wants to Be God. Ouais, du coup. Donc ça c'était le gros truc par lequel tu as commencé en fait. Ouais, c'est ça exactement, ouais. Publié en français et en anglais aussi, distribué numériquement. Ouais, tout ce qu'on fait en français et en anglais de base, ouais. Et Who Wants to Be God, donc en gros c'est un univers sur lequel j'ai commencé à me pencher quand je travaillais à Starbucks, donc après Comics Blog en 2015. Ça a beaucoup évolué, ça a pris plein de formes, et la forme définitive donc c'est 11 bandes dessinées, chacune dessinée par un artiste différent, toutes scénarisées par moi, qui vont toutes en fait être une pièce d'une histoire globale. Il y aura un Kickstarter l'année prochaine qui proposera donc les 11 BD dans un coffret. Et l'histoire globale, en gros, c'est donc Dieu existe, mais Dieu, c'est un boulot comme un autre finalement. C'est même pas lui qui a créé notre univers. Il y a un Dieu qui l'a créé à un moment, il s'est fait virer, donc lui a récupéré le projet en chemin. D'où le fait qu'il y ait de la vie que sur Terre, parce que le mec s'est arrêté à la Terre. Le nouveau Dieu est arrivé, il s'est dit bon, je vais laisser ça comme c'est. Et en fait, c'est un mec qui se vexe assez vite. Et il y a un moment, en fait, il commence à en avoir marre des êtres humains qui lâchent des phrases. Ouais, si Dieu existait, il y aurait pas la famine, il y aurait pas la guerre, il y aurait pas le Covid. Et à un moment, juste, il craque, il kidnappe les 5 dernières personnes sur Terre qui viennent de le critiquer. 5 personnes qui viennent d'horizons très différents. Il les enferme dans une pièce, il leur confie à chacun une réplique de notre univers. Et ça en devient de fait les dieux. Et en gros, l'idée, lui, c'est je vais les laisser se dépatouiller avec. Ils vont se rendre compte que plus ils essaient d'intervenir, plus ça se barre en vrille. Une fois qu'ils auront compris que c'est pas si facile que ça, je les renvoie chez eux. Sauf que le personnage principal, c'est une femme qui s'appelle Ophélia, qui est une prof de PS anglaise, complètement nerveuse, qui elle prend ça comme une compétition et transforme en fait l'expérience en battle royale entre chacun des univers, ce que Dieu apprécie particulièrement et qu'il encourage. Et voilà. Donc Luc Marais, qui est dispo sur le shop, qui est toujours dispo sur le shop. C'est un de ces chapitres-là, c'est la biographie d'un des 5 participants.
C'est-à-dire que sur les 11 BD que tu as en tête, il y en a 5 du coup qui sont les biographies de chaque participant et 6 autres alors qui permettent de composer le reste de l'histoire. Le découpage, t'as une section centrale qui a un huis clos qui commence quand pile au moment où les 5 participants viennent de se faire kidnapper et arrivent dans la salle où tout va se passer. Et donc c'est un huis clos entre 5 participants. Donc c'est-à-dire que même quand leurs univers vont partir en guerre, tu n'as que leurs interactions entre eux. Donc t'as leurs 5 biographies, on est déjà à 6. Ensuite t'as 4 numéros qui se passent à l'intérieur des univers, qui seront justement, qui montreront en fait comment chaque univers s'est développé et qui montreront les affrontements entre chacun des univers. Et il y aura donc un dernier numéro très méta où c'est Dieu qui s'adresse au lecteur pour essayer de justifier. Enfin, spoil pas la fin non plus. Faut pas tout raconter. Voilà. Et du coup, les 11 BD existeront dans des formats différents. C'est-à-dire que Luc Marais, tu l'as vu, c'est du A5. Ouais. Les 4 numéros de bataille qui se passent dans les univers seront vraiment en mode, floppy de comics. La partie centrale sera vraiment en mode cartonné franco-belge et le dernier numéro plus méta sera en format italien. Et t'arrives à faire tenir ça dans un coffret à la dimension unique parce que je travaille avec un imprimeur qui a conscience du défi et à qui j'en ai parlé depuis un moment et qui a priori a une idée assez bonne de comment faire rentrer tout ça. Alors comment t'allais rechercher tes différents artistes? Alors les artistes, du coup, comme je le disais, ça a commencé par déjà pas mal de gens que j'avais rencontrés en chemin, en fait, que j'ai relancé au fur et à mesure. Donc je suis reparti les voir. Salut, est-ce que la BD, ça t'intéresse toujours? Si oui, moi je monte cette structure. Donc au début, ça a commencé par là. Après, il y a eu une autre vague de bouche à oreille, donc que ce soit eux-mêmes qui en parlent à des potes à eux ou mon entourage qui en parle autour d'eux. Et du coup qui me disent tiens, moi je connais peut-être quelqu'un qui dessine, tu vas le rencontrer des fois en soirée dans des bars, tu peux rencontrer du monde. Donc ça c'était le deuxième niveau, c'est vraiment bouche à oreille. Et maintenant il y a le troisième niveau où qui commence à démarrer, où moi je commence activement à aller chercher des gens. Donc et je passe énormément par Instagram. Je suis aussi en train de dévaliser Metal Hurlant. Il y a York DeVos qui bosse beaucoup pour eux, qui vient d'illustrer une de nos histoires. Il y a Pimbos qui a illustré dans le dernier Metal Hurlant, auquel tu as participé toi aussi d'ailleurs. Sur une page. Ouais, mais t'as quand même ton nom. Pour une brève chronique. T'as quand même ton nom au sommaire. Mais du coup, il y a Pimbos justement avec qui on va sûrement collaborer et qui était aussi dans le numéro. Et en fait, il y a ce truc, c'est que maintenant en fait, je démarche les gens, et, que ce soit des gens que je connais pas. Je tombe sur des recos sur Instagram, je rate ce qu'ils font et je les contacte au culot. Ou même en fait des gens que finalement que j'aime bien et que je vais chercher aussi. Alors, ce que je comprends aussi par rapport à, si je retourne sur Who Wants to Be God, c'est que c'est des histoires relativement courtes quand même. Enfin, chacun des histoires. C'est-à-dire que tu engages pas non plus des gens à faire des trucs de 100, 200 pages parce que là, ça représenterait sûrement un investissement temporel et financier trop important. Ah, c'est ça, ouais. C'est, en fait, à la base même, en fait, justement, la raison pour laquelle je l'ai découpé en 11 parties, c'était exactement ça. Si je le faisais pas en 11 parties, je me retrouvais avec une BD qui allait péter les 300 pages. Trouver un artiste qui va faire 300 pages. Enfin, déjà, qui veut le faire. C'est pas facile, qui arrive à le faire rapidement, c'est pas donné. Donc et c'est pour ça que je passe énormément par du format court. Mais on a il y a un premier projet qui commence à se dessiner en long, mais c'est en train de se mettre en place. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que la palette graphique de ces différentes personnes va quand même de tous les spectres en fait de ce qui est possible de faire en bande dessinée. Je me rappelle notamment quand on avait fait un premier article sur Happy Misfits, de voir des Zucchera ou Elie Vigneron qui font des dessins qui n'ont absolument rien à voir, mais voilà, dans lesquels t'as des kaiju, t'as des gros monstres, où tu sais que l'imaginaire aussi va être présent. Et justement, est-ce que tu essaies quand même d'avoir une forme de cohérence graphique, ou justement c'est aussi la volonté, c'est de dire, si j'ai 11 histoires, je peux aussi avoir 11 styles qui ont rien à voir pour, j'imagine, péter les codes aussi. Non, il y a beaucoup de ça, surtout que même moi, en fait, à l'écriture, je me suis arrangé pour que chacune des 11 histoires ait vraiment une personnalité, un ADN différent, aborde des thèmes différents. Il va avoir de l'humour, il va avoir de l'horreur, il va avoir des trucs très intimistes, très sombres. Et il y a de ça aussi, en fait, parce que ce projet, pour moi, c'est un peu un bac à sable, dans le sens où je me permets, en fait, de créer cet univers. Mais comme finalement, c'est con, mais c'est un multivers, finalement. Il y a ce truc où, en fait, je peux aborder tous les thèmes que j'ai envie d'aborder depuis super longtemps. Et à travers du format court, qui est un format que j'aime bien et que je trouve qu'il y a un très bon exercice. Et ça me permet justement de bosser avec des gens qui ont des styles complètement différents et d'exposer en fait un maximum des styles
au monde très vite et pour montrer un peu l'éventail en fait qu'on a à proposer. Et quand tu parles de faire un Kickstarter, c'est donc, on l'a dit avant, parce que tu veux faire toutes tes BD en français et en anglais. Il y a une volonté dès le départ aussi d'aller à l'international, en tout cas de pas se limiter qu'au marché de la France. J'imagine que c'est aussi en réaction au fait que le marché en France, quand tu fais de la bande dessinée auto-éditée, c'est pas une mince affaire, et donc c'est aussi pour essayer de te faire, de te faire découvrir dans d'autres pays. Ouais, carrément. En fait, le constat, c'est qu'en France, les gens, ils ont pas forcément l'habitude de consommer, de consommer de l'indé, de consommer des choses des choses qu'ils ne connaissent pas, en fait, finalement. Et surtout, en fait, les modèles économiques que j'utilise, parce que, donc, il y a le Kickstarter, mais, je run aussi, je prépublie une anthologie à travers une newsletter. On va y venir, ouais. Et, il y a ce truc où, en fait, en France, je suis en France parce que je suis français. Je vis là, c'est là que je connais tout le monde, que je rencontre du monde. Mais le défi en France, il est double, c'est se faire connaître et en fait essayer de convaincre les gens de consommer différemment. Alors qu'outre-Atlantique, ils ont déjà l'habitude de consommer comme ça. Tous les modèles économiques que je suis en train d'essayer d'appliquer en France, j'en ai inventé aucun. Ils existent déjà là-bas. Il y a déjà des gens en fait qui ont l'habitude d'eux. Et le défi là-bas, entre guillemets, il sera que de se faire connaître et en fait d'arriver en fait sous les yeux des gens qui ont l'habitude de ces modes de consommation. Et je pense que sans outre-Atlantique typiquement, et même sans le monde anglophone, parce que pareil, le monde anglophone en fait t'ouvre les portes du Canada, des États-Unis, de l'Angleterre, c'est cool, mais en fait de n'importe qui lit anglais sur terre. Tu vois, enfin moi je sais que quand je lis des comics, je lis tout le temps en VO. Il y a pas un pays au monde où je vais où il y a pas, genre dans la capitale, un comic shop qui vend de la VO. Il y a aussi ce truc, c'est que tu sais jamais où tu vas trouver ton public en fait. Et comment tu vas le chercher alors? Ça passe par la com sur les réseaux. Et ça c'est il y a ce truc où pendant un an donc on a tout fait en français et en anglais, mais en se concentrant uniquement sur la com en France parce que j'estimais que j'avais pas encore assez de contenu finalement pour aller voir ailleurs. Maintenant, j'estime qu'on commence à avoir des choses assez sympas à montrer. Donc là, typiquement, notre Instagram, il était bilingue pendant un an. Là, on vient de le split. Donc maintenant, on se retrouve avec le Instagram qu'on avait qui était bilingue, qui devient en fait l'Instagram full français. Et on a un Instagram dédié en fait au monde anglophone. Donc là, à partir de là, je vais commencer du coup à sponsor des publis dessus et parce que tu communiques pas de la même façon et surtout même pour nous ça va être plus facile à gérer. Et là maintenant ça va passer par contacter de la presse là-bas, donc je suis en train de réunir des contacts, contacter de la presse. Après c'est des trucs assez classiques quoi, c'est contacter de la presse, essayer d'attirer l'attention d'influenceurs. J'ai 2 auteurs qui bossent là-bas aussi qui connaissent du monde qui commencent à en parler autour d'eux, mais c'est sûr qu'à distance c'est pas super simple. Ouais. Tu passes sur Kickstarter aussi parce que techniquement en France on a Ulule, mais tu as vraiment donc la dimension internationale de Kickstarter. C'est aussi, ça te permet quelque part de donner une aura plus grande à ces projets parce que techniquement, je veux dire, il y a quand même des projets BD qui fonctionnent chaque mois sur Ulule et pas mal d'autres éditeurs ou d'artistes, auteurs qui s'auto-éditent, qui arrivent avec succès à passer par là. Et le truc c'est que Ulule ça reste franco-français. Et Kickstarter c'est surveillé en fait par tous les gens en fait justement qui veulent consommer indé et qui parlent anglais en fait. Et donc le public français, si tu leur dis il y a une campagne par là, ils auront pas de problème à aller cliquer sur Kickstarter. Par contre, ton public international, il ira jamais te chercher sur Ulule. Les Américains, ils aiment pas ça. Tout ce qui est trop francophone. Et donc le deuxième gros volet qui t'occupe en ce moment aussi, c'est que tu as lancé un Substack. Ouais, exactement. Donc ça fait depuis le début de l'année. Non, le Substack, le Substack, il existe depuis le début de l'année, mais on diffuse. Donc c'était plus moi qui parlais de la vie de la boîte, et on commence vraiment à diffuser des histoires dessus depuis fin septembre là. Et qu'est-ce qui t'a motivé à utiliser cette plateforme? En fait, des auteurs que je suivais. Enfin, il y a ce truc où donc j'ai envie de faire du court. Du format court parce que du coup ça te permet en fait de pouvoir sortir des histoires plus vite, de pouvoir multiplier en fait les gens que tu mets en avant. Bref, il y a beaucoup d'avantages. Ça fait tout autant de support de communication après aussi, j'imagine. Ouais. Et je voulais monter une anthologie depuis un moment. Et je suis pas mal d'auteurs de comics du coup qui sont sur Substack, qui prépublient dessus. Et je trouve le modèle intéressant. Je me suis dit qu'en fait j'allais essayer. Donc ça te permet en fait de sortir des histoires assez régulièrement, de les proposer aux gens à bas coût finalement.
Ouais, j'expérimente, c'est un modèle que j'aime bien et qui me permet surtout de sortir en fait des choses régulièrement en ayant mon propre support. Et ça te monopolise pas trop, ça te prend pas trop de temps parce qu'il faut alimenter une newsletter, faut avoir donc ces produits à proposer. Il y a une partie en fait que tu as même mis en ligne gratuitement en premier lieu pour appâter, on va dire, le lectorat potentiel. Mais ouais, c'est toute une gamme de contenu à faire aussi. Il faut être régulier parce que sinon les gens ils t'oublient. Enfin, je sais pas, alors qu'en plus t'as la charge d'éditeur, on va dire plus comment dire traditionnel de le fait de gérer tes artistes. T'es aussi auteur, tu l'as dit avant, donc d'une partie de tout le projet Who Wants to Be God. Donc le sommeil, à quel moment ça devient une donnée sur laquelle tu peux te passer? Ouais, non, c'est compliqué le sommeil en vrai. Déjà depuis que j'ai lancé la newsletter, je dors très peu en vrai. C'est très demandant, c'est sûr. Maintenant, il y a ce truc où je sais pourquoi je le fais. Et encore une fois, enfin, tu vois, je vois l'horloge qui tourne, tu vois. Il me reste 1 an pour essayer de convertir l'essai, que ce soit via Substack, via le Kickstarter. Je vais aussi sortir 2 histoires en print premier trimestre 2024. Donc on va voir ce que ça va donner. Et donc j'ai ces 3 axes que je vais tenter. Et ouais, en fait, il y a ce truc-là où vraiment l'horloge tourne. Et je me dis dans tous les cas, je pourrais toujours me reposer, tu vois, à la fin de l'année prochaine. À la fin de l'année prochaine, soit je suis arrivé en fait aux objectifs financiers que j'avais, et je serais même sûrement en mesure de pouvoir peut-être prendre quelqu'un pour m'accompagner, quitte à ce que ce soit un alternant, et pouvoir lever le pied. Mais c'était le deal que j'avais avec moi-même depuis le début. C'était que dans tous les cas, ça allait être compliqué. Enfin, tu te lances pas en fait dans l'entrepreneuriat en te disant tiens, j'aurai mes 8 heures de sommeil. Donc ouais, c'est compliqué, mais c'est aussi vachement gratifiant comme truc, parce que je vois, on commence vraiment à sortir des trucs dont je suis fier. Il y a des artistes qui sont ultra talentueux et qui me font confiance. On commence à avoir 2-3 fans. Ça, je m'y attendais pas, mais c'est cool. Et ouais. Tu peux nous parler un petit peu de cette anthologie que tu commences à publier sur Substack? Donc il y a une histoire notamment Ascendance Demon qui est déjà disponible donc gratuitement sur la plateforme. Tu as aussi la seconde, dont je vais pas me souvenir du titre parce que forcément je peux pas non plus tout retenir par cœur, l'histoire de possession vue de deux angles, de 2 angles par-delà les étoiles. Par-delà les étoiles, ouais, c'est ça. En fait, je le savais. Voilà. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ce projet? Carrément. Donc en fait, donc l'anthologie s'appelle The Ghost Within Us, donc les fantômes en nous. C'est donc ça va être une série de 24 histoires courtes qui donc 12 en bande dessinée et 12 en prose illustrée. Parce qu'on fait pas que de la BD. En gros, je qualifie la maison d'édition comme une maison d'édition d'art visuel. Ça dira toujours du visuel, mais ouais, j'aime bien la prose aussi, donc j'en mets en avant. Typiquement, Jörg De Vos, qui est donc de Métal Hurlant, il est venu bosser avec nous pour illustrer justement une nouvelle en prose. Donc et voilà, donc il y a ces 24 histoires qui vont sortir. On les prépublie au rythme de 2 par mois sur notre newsletter. Les 2 premières, donc Ascendance Demon et La Cage, donc qui est illustrée par Jörg De Vos, sont gratuites et le resteront. Donc et ces 2 histoires donc qui sont tant graphiquement qu'en termes de ton vachement différentes l'une de l'autre et qui permettent vraiment d'avoir une idée globale de ce qu'on va proposer. Et à partir de là, pour la suite, c'est donc faut passer à l'abonnement payant. C'est $5 par mois ou $50 par an. Donc c'est des dollars parce que c'est Substack. Et le truc, c'est que en plus, en fait, finalement, d'avoir ces 2 histoires par mois grâce à l'abonnement, toutes les personnes qui auront pris un abonnement pendant 1 an recevront à la fin, sans frais supplémentaires, le bouquin qui recueille, donc la vraie anthologie qui recueille les 24 histoires. Ok. Et ça, c'est le plan pour la première année. Tu vois, enfin, tu vois déjà à mener ça à terme. Et ensuite, tu as déjà des plans pour la suite où pour l'instant, il y a déjà quand même 2 gros projets à mener et toujours très collectif aussi. Ça, c'est. Ouais, carrément. Et ce qui est intéressant, mais ce qui fait aussi énormément de relations à gérer. Ouais, je dois en termes d'échange de mails, enfin. Ouais, je dois bosser entre 13 et 15 artistes différents, je crois, à l'heure actuelle. Après, c'est cool. On va dire qu'on a un Discord entre nous. Donc déjà, ça aide pour communiquer. Il y a un cœur d'artistes, on va dire peut-être 5-6, qui, eux, sont très souvent sur le Discord. Donc en vrai, ça aide déjà à faire passer une partie de la communication dans le sens où n'importe quel moment, j'ai besoin de parler avec l'un d'entre eux. On se connecte sur un vocal, on parle, c'est cool.
Après, il y a tous les autres où il y a énormément d'échanges à distance parce que tout le monde n'est pas à Paris. La plupart des gens ne sont pas à Paris. Donc, ouais, beaucoup de temps passé au téléphone, des échanges d'emails. Ouais, c'est beaucoup de coordination, de planification. Après, c'est un truc que je sais faire. J'ai déjà été chef d'équipe dans différents milieux. C'est quelque chose que j'aime, et le travail d'équipe, c'est un truc que j'aime vraiment. C'est aussi pour ça que je pense que c'est aussi pour ça, en fait, que mes projets prennent la forme qu'ils prennent. Parce qu'il y a ce truc où, encore une fois, là, pour le moment, mon métier est très solitaire. Et le fait de savoir, justement, qu'il y a d'autres personnes, même s'ils ne sont pas employés de la boîte, qui sont tout aussi investis dans le projet, c'est quelque chose, c'est quelque chose qui me porte, en fait. Ouais, sachant que j'imagine que tu dois aussi faire pas mal d'allers-retours sur les planches en question, notamment celles que tu scénarises, pour savoir alors si le découpage te plaît, si la mise en scène te correspond, et voir en fait si ça réussit à raconter vraiment ce que tu veux. Et tu disais d'ailleurs dans un podcast que tu avais fait, Alexandra, que certains des artistes ont plus besoin d'être accompagnés que d'autres en fonction peut-être de leur expérience ou simplement de la confiance qu'ils ont en eux-mêmes. Ouais, bah tu vas avoir des questions de confiance déjà, ouais, complètement. Et après tu vas avoir aussi une question, je sais pas, de culture BD, on va dire. Typiquement, il y a une génération d'artistes avec qui je bosse, dont Elie Vigneron, dont tu parlais, fait partie, qui se sont biberonnés au manga, en fait, mais qui ont fait plus que juste lire des mangas. Ils ont analysé les codes de narration, ils ont vraiment décortiqué, en fait, comment on découpe une planche, comment on rythme une histoire. Et il y a ce truc où, en fait, ces dessinateurs-là, ils sont pas que dessinateurs à côté, ils ont des projets qu'ils écrivent eux-mêmes. Et en fait, ça, je pense que la différence, elle est là, c'est que quand tu bosses, en fait, avec un dessinateur qui lui-même a le goût de l'écriture, t'as beaucoup moins à t'en faire, en fait, sur les retours que tu puisses avoir, et même sur des questions d'accompagnement, dans le sens où ils ont déjà cette fibre, on va dire, alors qu'il y a d'autres artistes qui, eux, ils dessinent bien. Ils veulent faire de la BD parce que fondamentalement, ils aiment ça. Mais ils ont pas forcément fait d'école, ils ont pas forcément étudié les codes. Et sur des questions de rythme, de découpage, là, va falloir être beaucoup plus précis avec eux sur les attentes. Et typiquement avec One, qui a dessiné Ascendance Demon, c'était vraiment sa première BD. Et le processus, on a fait énormément d'allers-retours. Mais c'est un process. Il y a aussi ce truc, c'est que jusqu'ici, je suis bien tombé. Toutes les personnes avec qui je bosse n'ont aucun problème avec les retours, bien au contraire. Limite, ils en sont avides. Et One, je sais que, il y a un moment, on lui a fait redessiner 8 pages. Et il y a ce truc où, je veux dire, le bâtard. Mais tu vois, il y a ce truc où, au début, il le prend mal. Mais tu sais, quand tu prends le temps, quand tu lui expliques, et surtout, en fait, moi, je sais que mes retours, ils passent souvent par des questions, tu vois. Dans le sens où une de mes questions, typiquement, une des questions que j'avais posées à One, c'est est-ce que tu kiffes ce que t'as fait? Est-ce que t'es fier de ce que t'as fait? Est-ce que si c'était pas toi qui l'avais dessiné, tu l'ouvrirais, tu le regarderais, ça te ferait kiffer? Généralement, quand je pose cette question, la réponse, elle est non. Et après, en fait, là, tu parles avec la personne, en fait. Ok, mais pourquoi, en fait, déjà, est-ce que tu m'as envoyé un truc qui te fait pas kiffer? Comment est-ce qu'on peut travailler dessus? Et à ce truc où il y a vraiment cet accompagnement, finalement, et qui est très souvent bien reçu, qui a été vachement bien reçu par One. Et surtout, en fait, avec le scénariste, on a pris le temps de trouver, en fait, au-delà de ce qu'on aimait pas dans ses pages, ce qu'on aimait, en fait, vraiment dans ses pages, ce qui s'était bien passé, là où vraiment il avait géré. Et donc, on a pris ces exemples-là, on lui a dit, mais en fait, là, apparemment, t'as plus kiffé, ça se sent. Travaille comme ça, utilise ces méthodes. Typiquement, les décors, il y avait plein de trucs où ça lui prenait la tête. On a trouvé une case où le décor était vachement cool. Et on lui a dit, en fait, réutilise ces techniques, tu vois. Mais ouais, c'est de l'accompagnement. Après, c'est un truc que moi, je kiffe particulièrement. C'est aussi pour ça que j'ai pas eu peur de me lancer, en tant qu'éditeur. Parce que, accompagner les gens, même si j'ai pas la science infuse, et que moi-même, j'apprends des choses en chemin, et que les auteurs avec qui je bosse, m'apprennent des choses, il y a ce truc où, le collaboratif et accompagner les gens, c'est un truc que je kiffe faire de base. À l'inverse de Luc Marais, justement, Lucas Sundance, où à part de Les Étoiles, c'est du noir et blanc ou en niveau de gris, t'as une volonté aussi d'aller chercher peut-être une communauté de lecteurs de manga, enfin en tout cas notamment pour Ascendance Demon qui fait très manga ou webtoon. Est-ce que tu cibles un petit peu les différents lectorats que tu peux aller chercher? Est-ce que quels sont un petit peu tes cibles? En fait, je suis parti.
Ouais, je suis parti. En fait, le pari que j'ai pris sur les 2 premières années, c'est de rien m'interdire en fait et de m'adapter aux gens avec qui j'ai envie de bosser. Donc en effet, en ce moment, il y a beaucoup de gens avec qui je bosse qui ont vraiment des influences manga. Et on se retrouve à publier beaucoup de choses qui ressemblent à du manga. Parce que en fait, les gens avec qui j'avais envie de bosser ont ce style. Mais on a aussi des gens qui ont des styles très variés. Qu'on a déjà commencé à publier et qui vont arriver. Typiquement, à Sentence Demon, on va en sortir une version print colorisée. Et j'ai rien contre la couleur. Je suis pas un éditeur qui fait que du manga. C'est juste en fait la force des choses qui a fait que. Et l'idée, c'est que encore une fois, à la fin des 2 années, si on existe encore, là, je ferai le bilan. Tu vois. Qu'est-ce qui a marché? Est-ce qu'on a envie de se spécialiser sur quelque chose ou pas? Mais là, on est vraiment sur 2 années aussi d'expérimentation, d'où les formats courts. Et j'ai pas envie en fait de m'interdire de bosser avec des gens parce que ils font du manga et j'ai déjà publié trop de bandes dessinées qui ont un style visuel manga. D'accord. Alexandra, je me tourne vers toi un petit peu. Oui. Voilà, c'est à ton tour de passer à la casserole, si tu me permets l'expression. Justement, explique-nous un petit peu juste avant de parler techniquement de ce que tu fais pour Happy Misfits, juste ton parcours, notamment sur la communication et comment t'en viens en fait à bosser pour pas mal de structures qui évoluent autour de la pop culture. Super, c'est ma question préférée. T'es obligé, t'es obligé, c'est le passage obligé. Comment je suis rentrée dans la com, c'est ça? Ouais. Comment je suis arrivée là? C'est une bonne question. Finalement, donc moi je suis autodidacte, j'ai pas du tout fait d'études de com. Moi j'étais en licence d'histoire, ensuite j'étais en master histoire audiovisuelle. L'idée c'est que je voulais travailler en documentaire. Et j'ai rencontré une femme assez merveilleuse qui travaillait pour une boîte de prod qui me disait typiquement en France, si tu veux travailler en assistante de prod voire direct de prod en docu, tu vas plutôt aller dans la télé-réalité et t'occuper de 4 mariages pour une je ne sais pas quoi. J'ai dit non, ça ne m'intéresse pas. Et en parallèle de ça, et c'est un peu la rencontre de ma vie, j'ai rencontré Nicolas de Batman Legend. Donc voilà, maintenant ça fait 10 ans qu'on existe. Ouais, Nicolas Tixador, exactement, qui a lancé aussi The Artist Alley. Donc ça fait 10 ans que Batman Legend existe. Lui, il avait lancé le blog, je crois, 2 ans avant. On n'était même pas une équipe, on n'était pas du tout l'équipe qu'on était là. C'était même pas une association. Et donc il cherchait des rédacteurs. Moi, j'étais vraiment dans cet épanouissement de comics qui me faisait beaucoup de bien. Où je commençais à en lire. Et je lui ai demandé s'il était partant pour avoir une rédactrice en plus. Et de là, il m'a dit est-ce que tu pourrais des fois reprendre un peu les réseaux, parce que il avait pas forcément le temps. Et ça m'a beaucoup amusé à ce moment-là de gérer principalement le Facebook, mais amusé dans le sens où ma passion était de plus en plus le comics, plus largement la lecture, parce que j'ai toujours lu beaucoup de romans ou d'essais ou de revues ou de magazines, mais de partager ça avec un plus grand monde. Ma personnalité aussi grandissait, ma sociabilité grandissait, et en fait l'idée de discuter avec d'autres gens de ce que j'aimais et de pouvoir leur transmettre des choses, moi ça me plaisait beaucoup, et ça passait par les réseaux sociaux. Et de là, je me suis dit que je pourrais en faire mon métier. En parallèle de ça, j'avais une expérience en boîte, et tout ce qui était patronat, ça ne me convenait pas du tout. Je n'aime pas être patron. Je me suis dit, pourquoi pas être mon propre patron? Ça a l'air si simple comme ça, mais en fait, c'est un peu galère, mais je passe les détails du freelance et de l'entrepreneuriat. Et donc, très vite, j'ai fait des rencontres en m'occupant pendant 4 ans de la com du Comics Corner. C'était une librairie qui a malheureusement fermé en décembre dernier, mais on peut saluer Jimmy qui est toujours là. Et dans cette librairie, ça m'a fait beaucoup de rencontres. Et puis voilà, j'ai rencontré des maisons d'édition, 404 Comics où j'ai fait de la presse. Aujourd'hui, je m'occupe aussi de Black River. Je soutiens aussi Maxime, qui est aussi une maison d'édition indé. Close Call Comics. Exactement. Et je bosse avec DC aussi. Sur des événements ponctuels autour de Batman. Ouais, tu faisais de l'animation sur le concours du plus grand fan de Batman l'année dernière. Je les ai soutenus sur le Batman Day, et c'est ce qui m'a permis de rebosser avec eux sur le Batman Day de l'année dernière. J'ai bossé aussi pour le dernier bar avant la fin du monde, ce qui m'a permis aussi, donc c'était sur l'événementiel toujours, et la communication, ce qui m'a permis de rencontrer beaucoup de personnes de par les contacts qu'ils avaient là-bas. Et je bosse aussi pour Momi, donc pour la galerie Momi à Grenoble, où il y a cette idée aussi de pérenniser quelque chose autour de l'art, mais qui n'est pas forcément situé qu'à Paris. Donc ça, c'est cool de pouvoir proposer. Ils avaient notamment exposé Alfred
donc artiste BD qui a sorti sa trilogie italienne Maltempo, Senso et Coma Prima. Mais il y a eu aussi Laurent Véron, et puis ça part dans des styles différents, où bientôt, là, le 6 janvier, il y a une nouvelle exposition autour de Florent Maudou. Florent Maudou du label 619 à l'occasion de la sortie du premier tome de Cloud, la nouvelle prolongation de l'univers Freak Squill. Mais du coup, maintenant, on en vient à Happy Misfits. Donc, votre rencontre, c'est lors du Paris Fan Festival 2023. Oui, on s'est rencontrés à ce moment-là. Moi, c'était cool parce que j'avais fini un taf qui m'avait pris du temps et je m'étais dit que j'allais me relancer bien dans mon activité freelance. Et donc Maxime nous a mis en contact et il est allé voir son stand, et je pense que bien avant que le concept d'Happy Misfit me plaise, ça a été aussi une rencontre humaine, parce qu'on s'est très vite bien entendu avec Steve, et surtout le concept même me plaît. Enfin, moi j'aime vraiment le comics en tant que tel, et si je peux soutenir un type de comics indé qui est différent et qui là en plus ça a évolué depuis qu'on s'est rencontrés, parce que là je parle beaucoup de comics, c'était un peu la base au début, mais ça va beaucoup plus loin, où ça parle aussi d'indé ou manga, et finalement c'est parce qu'il faudra pas utiliser le terme bande dessinée de façon générale au final. Ouais, non, mais c'est ça. Oui, c'est de la bande dessinée, mais quand on s'était parlé, enfin comme moi c'est plus mon domaine d'expertise, si je peux dire, entre guillemets. On s'est mis là-dessus, mais le projet me plaît beaucoup, et comme à côté j'avais signé des clients où j'avais une rentrée, on va pas se mentir, une rentrée d'argent plus importante, bah moi ça me plaît de toujours trouver du temps pour avoir des projets tels quels, parce qu'il y a beaucoup d'humains, et que c'est pour ça que je fais ce métier-là, et c'est pour ça que je suis en freelance, et parce qu'il y a de l'artiste derrière, il y a des gens qui ont besoin d'aide, et si moi à mon échelle, même si je fais pas de miracle, je peux les aider et les mettre en avant, bah ça me fait du bien, et ça me fait plaisir. Ouais. Tu peux un peu nous décrire quelles sont tes fonctions pour Happy Misfits Publishing? Donc c'est la communication en tant que telle, donc ça passe par les réseaux sociaux. J'imagine qu'il y a d'autres volets aussi que tu abordes là-dedans. Oui, je suis payée pour scroller sur Facebook, quoi. Donc non, je l'ai accompagné sur donc notamment la page Instagram. Donc l'idée c'était de repenser un petit peu la manière de communiquer, et donc je l'ai mis en relation avec le collectif Le Réseau, une équipe de production avec qui je collabore souvent, pour proposer plein d'interviews pour mettre en avant tous les artistes. En fait, ce qui est assez compliqué sur la com de la BD indépendante généralement, ce que j'expliquais dans un autre podcast avec C'est toi la radio, c'est que dans mon travail de com, je fais beaucoup de veille. Donc je vais m'inspirer, on n'invente rien, on s'approprie, je vais m'inspirer de la com, donc typiquement pour Black River, je vais regarder ce que fait un peu Urban, Delcourt, etc., puis je m'approprie, ou même Dupuis sur de la BD plus classique. L'indé, il y en a pas beaucoup qui font de la com pure sur l'indé en tant que tel qu'on l'entend, parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens pour prendre quelqu'un à la communication, ils vont le faire par eux-mêmes, donc ça peut être ça peut être assez léger. Donc il faut repenser ça, comment on monte de l'AD, sachant que tu peux pas t'appuyer sur des franchises, les personnes ne connaissent soit les histoires, soit les auteurs. Donc c'est un peu complexe. Donc l'idée, moi, ce que je voulais, c'est de remettre de l'humain, c'est ce qui marche, les montrer, les faire parler. Donc c'est toutes les séries d'interviews qu'on a créées ensemble. Donc les questions, elles sont au début peuvent être assez classiques, du style qui es-tu et sur quel projet tu travailles, jusqu'à quelle est ta musique préférée et ta série préférée, pour créer du lien. Et c'est la base un peu du community management, c'est que gérer ta communauté, donc créer du lien, quoi. Et après, donc c'est à ce moment-là où finalement on a juste la communication, ça a évolué à un travail vraiment de concert à deux, où on échange beaucoup, où lui il me demande beaucoup de conseils, ou si à un moment donné lui doit reprendre la main sur les réseaux, il le fait. Enfin voilà, on travaille vraiment à 4 mains, si on peut dire ça. Et c'est où le besoin, on s'est ressenti aussi de diviser les comptes Instagram, donc en faire un compte Instagram anglais, un compte français, parce que ça devenait compliqué de gérer que le compte français, mais en séparant l'édito. C'était pas assez clair. Nous, on perdait beaucoup de temps sur ça, sur même la création de contenu. Et puis c'est pas le même public. Et donc l'idée, c'est que sur le compte anglais, il y aura des choses un peu différentes que sur le compte français. Donc comme ça pourra faire des allées-venues, et ça pourra
voilà, apporter un peu plus de contenu. Et puis je le soutiens aussi à la presse sur les contacts que moi je connais, vu que je m'occupe aussi un peu de RP pour un maximum lui donner de visibilité. D'accord, donc c'est de plusieurs volets, parce qu'il y a aussi le volet peut-être événementiel, en tout cas IRL on va dire, puisque Ouais. parce que la communication pour les maisons d'édition, et notamment sur l'indépendance, ça ne peut pas que passer par le numérique et par le web. Est-ce que vous avez aussi, j'imagine peut-être le projet de retourner au Paris Fan Festival qui a annoncé son retour récemment en avril, ou sur d'autres festivals, Angoulême par exemple aussi, d'ailleurs je crois que je t'ai croisé la première fois, c'était cette année, c'était à Angoulême quoi. Angoulême cette année, non, parce que pas le temps. Parce qu'il faut sortir les BD. Ouais. Par contre, du coup, grâce à Alexandra, je serai à un festival au Mans, mi-janvier. De Geek Life. Ouais. C'est ça. Paris Fan Festival, va falloir que je postule, mais ouais, j'aimerais bien y retourner. Ça a été une bonne expérience. Et surtout, je pense que dès que j'ai les 2 projets print que je compte sortir premier trimestre, je vais surtout essayer en fait de multiplier les petits festivals. Donc vraiment en fait des festivals on va dire avec moins d'envergure, plus centrés sur l'indé finalement que des gros trucs. Du coup, il y a la discussion de la Japan Expo qui commence finalement à se présenter parce que je bosse avec pas mal d'artistes qui font du manga et qui généralement ils vont pas eux-mêmes sur leur stand, et finalement la question en fait d'avoir un stand mutualisé sous la bannière Happy Misfits commence à se poser. Mais typiquement 2024 a priori je vais pas pouvoir y couper. Tu dois justement, comme tu l'as dit, tu dois partir à la rencontre des gens en fait. C'est comme ça que tu l'envisages. TikTok, non? Tant qu'à Oui, parler, parce que ça c'est ouais. sur des réseaux, enfin j'ai l'impression notamment que pour la bande dessinée, c'est pertinent d'être sur Instagram, puisque c'est là vraiment c'est le média social le plus visuel. Mais est-ce que t'en envisages d'autres, notamment pour cibler peut-être un public jeune et qui est aussi lecteur de manga par rapport à cet aspect-là, que ce soit TikTok, et comment tu gères aussi la multiplication des réseaux sociaux à l'heure où Twitter est supposément en train de rendre ces dernières heures? C'est dur. Non, TikTok, on l'a lancé aussi, et donc on l'agrémente des vidéos qu'on a initialement pensées sur Instagram. En fait, c'est compliqué parce que dans le cas de TikTok, c'est très intéressant et il y a une vraie communauté dessus, sauf que tu peux te reposer que sur les vidéos. Donc, ça veut dire qu'il faut produire des vidéos. Ça veut dire que les personnes s'investissent, prennent du temps, se passent devant la caméra, et c'est pas tout le temps simple pour tout le monde. Derrière, il y a quand même un minimum de travail de montage, c'est-à-dire qu'au début de TikTok, les vidéos étaient assez bâclées et ça marchait, et l'algorithme poussait parce que de toute façon, il fallait bien concurrencer Instagram. Aujourd'hui, même TikTok participe au Festival de Cannes. Quand tu y penses, c'est quand même assez incroyable. Donc, ça demande une certaine expertise, et puis ils sont assez embêtants parce que ils vont te pousser dans l'algorithme si tu utilises leur outil de montage, si tu utilises leurs sous-titres. Donc oui, on est dessus et on essaye de multiplier. Après, moi, j'ai jamais été très partisane de multiplier tous les réseaux pour être partout, mais ça demande aussi beaucoup de temps d'en être sur un et un vrai travail de fond. Donc on va dire qu'on donne la prio à Instagram, mais que j'ai quand même le TikTok que j'alimente avec les différentes productions qu'on fait avec le collectif, qui peuvent que évoluer parce que notamment s'il y a des présences en festival, il y a toute une idée aussi de faire un reporting aussi de vidéos, de tous les contenus qu'on fait là, même en podcast, notamment avec C'est toi la radio, de pouvoir les réutiliser, même si c'est que de la voix, et de mettre de l'image en fond. Enfin voilà, de toute façon, plus on va créer du lien avec des personnes ou de la présence en festival, plus on aura du contenu. Mais ça prend du temps. Et c'est ce qui m'embête aujourd'hui avec les réseaux, c'est qu'on n'a jamais le temps. J'ai l'impression qu'il n'y a jamais le temps. Déjà là, il y a une nouvelle plateforme avec Fritz, il faut se mettre dessus. Et donc, il le sait bien, mais moi, quand il m'a contacté, j'ai mis à peu près, je sais plus, 2 semaines ou peu importe, mais le temps de créer une stratégie digitale, quoi. C'est pas, on a un réseau, il y a Twitch, on va se mettre sur Twitch. Non, pourquoi on se met sur Twitch? Quel moyen? Quelle ligne édito? Et ça m'embête un peu. C'est peut-être un discours de vieux parce que je vais avoir 30 ans, mais ça m'embête un peu que tout ce speed, oui, mais maintenant c'est le cas. Mais que tout ce speed et qu'on
et que parce que c'est nouveau et parce que c'est on doit se mettre dessus. En effet, on va se mettre dessus, mais chacun a son temps parce que moi de moi-même je vais me mettre sur Fred parce que peut-être de manière personnelle j'ai envie d'y aller, mais pour la boîte ça prend plus de temps. Et en termes de stratégie, tu sais comment développer, c'est quoi en gros les axes d'une stratégie de communication numérique alors? À quoi tu dois penser vraiment en fait en général? Quand je fais ma stratégie, ouais. La manière la plus simple et la plus évidente pour mettre en avant la maison d'édition. En fait, il y a plusieurs strates. Il y a la mise en avant et comment ma mise en avant elle va permettre de faire de la vente. Parce que c'est ça aussi qui est un peu complexe dans mon métier et qu'on a tendance à confondre, c'est la communication et le marketing. Ça peut m'arriver de faire du marketing, mais en soi, moi, je fais de la communication. Donc, je vais faire un effort de moyens pour mettre en avant la boîte, mais j'ai jamais de demande de résultat. En fait, normalement, le client n'a pas à me dire on n'a pas fait de vente ou on est à moins 10% de chiffre d'affaires. C'est pas censé me concerner. Je peux être dans la boucle quand je suis proche de gens comme Steve ou comme Maxime. Je suis au courant un peu de ce qui se passe dans la boîte, mais ça n'entache en rien mon travail. Justement, si peut-être il y a moins de ventes, il faut que je réfléchisse à d'autres moyens de communiquer. Mais tout ce qui va être vente, ça va être lié au marketing dans ce cas-là. Donc ça va être la sponsorisation par exemple de posts, etc. Où on va mettre l'argent pour essayer de récupérer de l'argent. Moi, mon but, ça va être la mise en avant et la mise en avant qui soit le plus en lien avec la ligne édito de Steve. Et ça a beaucoup évolué parce que moi, au début, quand j'ai pris les réseaux, j'avais créé une sorte de charte graphique que moi, je pensais être bonne parce que ça sortait de ma tête et parce que j'avais envie de lui produire quelque chose. Et en le connaissant de plus en plus et en connaissant de plus en plus le projet, j'étais pas assez marginale sur ma communication parce que c'est Happy Misfit. Et aujourd'hui, ça évolue et on change. Et c'est en ça, mon métier, c'est à essayer de comprendre vraiment l'identité pure de la marque et la mettre sur les réseaux et à la faire connaître à un plus grand monde. Et que ce plus grand monde se transforme à un moment donné en client. Donc, c'est-à-dire que si t'as pas d'objectif de vente, tu te fixes peut-être quand même des objectifs de croissance en termes de public, ouais. C'est-à-dire d'un nombre d'abonnés, un nombre de réactions sur les posts, je sais pas comment. Ouais, c'est ça. Après, c'est là c'est là où les analyses réseaux sociaux m'aident. C'est un nombre d'abonnés, un nombre de posts qui marche et qui peut être pérenne dans le temps. Et puis aussi un nombre, une évolution aussi dans le contact et dans le relationnel avec le client. C'est-à-dire, sur cette année, j'ai apporté tant de contenus différents. Même si ce contenu-là n'a pas marché, on peut le transformer autrement. Donc voilà, je vais tabler sur ça. Ouais. Et Kickstarter, tu vas gérer la com aussi? C'est possible. Tu vas toujours de parce moi. Que ça, c'est... à mon avis, vous serez pas trop de deux parce que... ouais, il y a du taf. D'expérience, et je crois que tu le sais aussi, une campagne de financement participatif, c'est quand même un... Enfin, je sais pas si t'es prêt. Steve, je me tourne vers toi. Est-ce que tu sais dans quoi tu vas te lancer quand même? Je lis beaucoup à ce sujet. Enfin, de base, il y a un truc qui m'a jamais quitté depuis l'époque Comics Blog, c'est que, je lis énormément sur l'industrie, sur comment elle marche, et l'économie participative, c'est un truc qui m'intéresse depuis super longtemps. Donc autant j'en ai jamais fait, autant j'ai une bonne idée de ce qu'il faut mettre en place. Après, à côté, je me suis aussi acheté 2 bouquins sur le sujet, et surtout je parle avec des gens qui en ont déjà fait, et le retour d'expérience, c'est un truc qui aide aussi beaucoup à prendre conscience des défis. Et surtout, je pense, il y a un truc aussi, c'est de se préparer mentalement, dans le sens où une campagne, elle se passe pas forcément tout le temps comme tu as envie de le faire, et il y a ce truc où une campagne, c'est un truc qui peut courir jusqu'à 1 mois. Et se rappeler que c'est pas parce que ta première semaine typiquement elle va être foireuse qu'il faut baisser les bras, qu'il faut déprimer. Je pense que c'est plus mentalement quand la campagne sera en cours. Je me prépare surtout à ça. Je vais la mettre en place. Je sais que je vais être accompagné. Je sais que typiquement il y a Maxime qui en a fait une il y a pas longtemps. J'étais avec lui la semaine dernière, on en a pas mal discuté. Là, mettre en place, ça ira. C'est plus soutenir l'effort de communication et être présent pendant toute la campagne, communiquer dessus et toujours avoir la patate. C'est surtout à ça que je me prépare, je pense. Ouais, moi j'en ai fait plusieurs et elles sont toutes dures parce que contrairement à une com classique dans l'année, il y a des jours quand même où on va pas forcément poster, où les posts sont programmés, et donc c'est
c'est deux côtés, c'est-à-dire la com elle est en fil rouge, mais tu l'as plus ou moins travaillé. Moi des fois j'écris mes posts un mois à l'avance, donc bon voilà, des fois je suis plus dedans quand c'est posté le jour même. Je vérifie un petit peu les commentaires, mais voilà. Mais par contre sur une campagne Ulule, tous les jours t'es dessus, tous les jours tu regardes si ça augmente, et quand ça augmente t'essaies de comprendre pourquoi ça augmente, et quand ça augmente pas, bah là tu commences à flipper, et surtout qu'il y a différentes temporalités où très vite ça peut aller vite parce que tu vas avoir toujours ce cercle 1. Donc à ton début de campagne où tes proches vont participer ou vont relayer, et t'as un moment d'entre deux où personne n'en parle, où t'attends qu'il y ait un certain chiffre, donc notamment pour Ulule, pour que Ulule te soutienne ou te mette dans la newsletter, et c'est toujours un peu compliqué. Et puis là ouais, t'essayes de trouver à chaque fois des idées un peu innovantes pour en parler sur les réseaux, mais oui, c'est un peu long. Le pendant Ulule, moi, c'est un peu dur, mais en même temps, il y a un truc hyper exaltant parce que derrière, t'as envie que ça marche pour que le produit soit réalisé, et que tout le temps où t'as pensé à cet objet-là, il soit réel, quoi. Donc en même, c'est très fastidieux, et en même temps, c'est très, très cool. Très bien. Bon, de toute façon, on verra bien à partir d'avril, alors, du coup. Ouais, a priori, je vois ça pour mi-avril. Ouais. Pour mi-avril, on en reparlera, puisque quand ce sera en ligne, et je te souhaite bon courage pour les derniers préparatifs. Merci. En résumé, on peut vous retrouver donc sur Substack, donc happymisfits.substack.com. Ouais, je pense. Quelque chose du genre. Ouais, il y a qu'à taper Happy Misfits Substack, ça se trouve. Après, il y a aussi un site dédié où on peut trouver la première BD, donc Luc Marais. Donc maintenant, il y a la première BD, et depuis hier, on retrouve, donc comme je l'ai dit, il y a des histoires qu'on met à disposition gratuitement. Pour les gens qui voudraient soutenir du coup les artistes qui ont fait ces histoires gratuitement, on a remis en fait les versions numériques de ces histoires en prix libre sur le shop aussi. Donc en fonction des projets, il y a 40 à 80% qui sont reversés aux équipes sur ça. Ouais, voilà, donc happymisfitspublishing.com. Et sur les réseaux, donc Instagram principalement. Ouais, exactement. Très bien. En tout cas, on va suivre tout ça avec attention. Steve, Alexandra, je vous remercie de votre temps et d'avoir répondu à ces questions. Donc, tous les liens donnés dans le podcast sont dans la description de ce numéro. Donc, vous n'êtes qu'à un clic d'aller découvrir tous ces travaux et de pouvoir donc lire les BD qui sont déjà présentés. Et de mon côté, je vous rappelle que si vous appréciez ce podcast et que vous souhaitez également soutenir l'émission et les personnes qui viennent présenter leur travail, il n'y a qu'une seule chose à faire. Pardon, je m'étrangle, c'est de partager un petit peu partout où que vous voulez ces podcasts. N'hésitez pas à faire vos retours sur l'émission. Puis on se dit à très bientôt pour les prochains. Salut tout le monde. Salut.